Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série, nouvel épisode consacré à Swords of the Stars 2 The End of Flesh, qui est le DLC du jeu. Alors, depuis que j'ai lancé cette chaîne, j'avais toujours désiré faire quelques vidéos sur ce jeu. Un let's play complet peut-être, mais en tout cas essayer de caser quelques épisodes histoire de vous le montrer et de vous en parler, parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup, qui occupe une place un peu spéciale dans mon cœur. C'est un jeu, vous trouverez très peu de let's play français dessus malheureusement. Donc par rapport à mon planning, j'ai de quoi y caser peut-être une dizaine d'épisodes, histoire de faire un début de partie. Ce que j'ai surtout envie de faire, c'est de vous montrer comment il marche, de vous faire notamment, de vous donner comment vous dire, ce dont vous avez besoin pour démarrer une partie et commencer à rentrer dans le jeu. Donc très rapidement, un peu de mise en perspective, Swords of the Stars 2 est un jeu qui est sorti, il me semble, en 2012. La sortie de ce jeu a été absolument catastrophique. C'est édité par Paradox, hein, et ça a été développé par comment ça s'appelle, Kerberos. Et ça a été une des pires sorties de jeux vidéo qui existait de toute l'histoire, parce que le jeu était quasiment injouable à sa sortie. Plein de fonctionnalités manquantes ou à moitié réalisées. Pendant les semaines qui ont suivi la sortie, le jeu a été lourdement patché, et End of Flesh, le premier entre guillemets DLC, venait essayer de sauver le jeu, on va dire, en rajoutant une nouvelle race et en venant compléter un peu les contenus manquants. Le jeu aujourd'hui dans son état est jouable, il est assez propre, on va dire, mais il y a encore des bugs, il y a encore des choses qui sont manquantes, comme la diplomatie en fait. La diplomatie est absolument scandaleuse dans le jeu, il faut le dire. Mais ça reste à mes yeux le meilleur 4X qui existe, honnêtement. Donc je vais vous le montrer, histoire que vous fassiez votre opinion. Cette série sera en épisode de 20 minutes, comme d'habitude. Donc dans ce premier épisode, on va créer notre première partie et commencer à regarder pour faire le premier tour. Donc autant lancer directement, on crée une partie en cliquant ici même. Ici, donc on a des cartes sur le côté. Il existe, enfin ils avaient prévu un système de scénario, mais ça n'a jamais été fait au final. Donc nous avons des cartes qui vont nous indiquer en fait le nombre de combattants disponibles sur chaque carte. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un des rares 4X à proposer une carte réellement en 3 dimensions. Donc là j'ai pris un disque, c'est pas forcément le meilleur des exemples. L'école de commandement, ça c'est vraiment juste du 2 joueurs pour apprendre, faire du 1 contre 1. D'ailleurs c'est peut-être ce que je vais faire, hein, histoire de vous montrer, pour faire une petite série qui devrait être assez rapide, je pense, j'espère, à boucler. Mais sinon, qu'est-ce que nous avons d'autre? Il y avait pas voilà, le SOTS Verse. Voilà, ça c'est la carte de l'univers réel, on va dire. Et avec le système solaire et les étoiles qu'il y a autour. Et donc comme vous pouvez le voir, donc c'est une carte entièrement en 3D. Donc on va prendre l'école de commandement, qui est une carte d'entraînement pour les nouveaux joueurs. Ici, vous trouverez les factions disponibles. Donc le temps de tour stratégique, ça c'est quand vous... Parce qu'en fait, le jeu est prévu pour être joué en multijoueur. Par contre, je vous avoue que je ne sais pas du tout ce que ça donne en multijoueur. Je n'ai jamais essayé. Les tours de combat qui durent 5 minutes, donc c'est pas la peine de mettre trop élevé. Donc ça c'est... En gros, vous avez la phase carte de campagne donc et les phases de combat dans les systèmes stellaires à la fin du tour. Donc c'est du tour par tour, hein, du 4X en tour par tour. Vous pouvez modifier les rendements, le nombre de joueurs sur la map, on va en laisser que 2, le nombre de systèmes avec lesquels vous commencez, avec le nombre de technologies avec lesquelles vous commencez, la trésorerie que vous avez dans vos coffres au départ, s'il y a des rencontres aléatoires et s'il y a notamment aussi des grandes menaces. Alors, vu qu'on est sur une petite map, je vais enlever la grande menace parce qu'elle pourrait nous éclater à tous les deux dès le début. Et après, on peut autoriser certaines races ou non à être choisi au moment de la création de la partie. Donc on va laisser tel quel, pour l'instant on laisse tout par défaut sauf la grande menace qu'on a enlevée. Et ici on doit définir quels sont les joueurs en jeu, donc l'IA et nous-mêmes. Donc nous avons comme race, on va les faire dans l'ordre, donc, non mince, comment qu'on fait pour changer? Sélectionner une faction. Donc vous avez le Soul Force. Soul Force, ce sont les humains. On va peut-être changer les couleurs du vaisseau d'ailleurs. Non, en jaune c'est assez moche. En bleu et blanc, voilà. Non, c'est assez moche aussi en fait au final. Bleu clair, j'aime pas trop, je suis pas fan. Bon, on va laisser le bleu. Ok, donc vous avez... alors, point à noter très important. Chaque race dans ce jeu a sa propre méthode de propulsion. Plus rapide que la lumière. Donc les humains ont ce qu'ils appellent des node drive, des moteurs de nœuds.
Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour les humains, chaque système solaire est relié aux autres ou à un seul autre, ça dépend, il y a certains systèmes solaires d'ailleurs qui ne sont pas reliés des fois sur certaines maps, par des trucs, enfin il y a toute une explication scientifique derrière que je maîtrise pas du tout, donc c'est pas mon but de vous les expliquer, mais il y a des lignes en gros qui relient les systèmes solaires et ces vaisseaux ne peuvent naviguer que sur ces lignes-là. Par contre, ils naviguent très rapidement, ce sont les vaisseaux les plus rapides du jeu, mais ils sont contraints. Si vous voulez d'aller d'un point A à un point B, parfois vous allez devoir faire un grand tour parce qu'il n'y a pas de ligne directement entre le point A et le point B. Mais l'avantage c'est que sur ce grand tour, vous allez aller très vite. Voilà. En termes d'armement, ce genre de choses, au tout début, les humains sont un peu faiblards. Il y a d'autres races qui sont plus puissantes, qui ont notamment des tourelles plus grosses, enfin des grosses tourelles, ils en ont plusieurs. Bref, donc les humains, c'est ceux qu'on va jouer dans ce début de partie. J'aime beaucoup leur design, personnellement, je trouve vraiment sympathique. Ensuite, merde, je me suis encore trompé. Sélectionnez une faction. Ensuite, vous avez l'Imperium Hiver. Ce sont une race insectoïde. Eux, ils ont des vaisseaux assez lourdement blindés. Et leur système de propulsion, c'est en fait, ils se déplacent à la vitesse de la lumière, ou un peu moins, ouais non, c'est ça à peu près, entre les systèmes solaires. Donc c'est très lent d'aller à la vitesse de la lumière dans le jeu, en fait. Donc par exemple, pour aller au système solaire le plus proche, ça va vous prendre peut-être 15 ou 20 tours. Ce qui est monstrueux. Mais une fois que vous êtes là-bas, si vous avez envoyé un vaisseau porte avec vous, vous pouvez déployer une porte qui vous permet de vous déplacer instantanément entre deux systèmes équipés de portes. Donc l'Empire Hiver est très lent au développement, mais une fois qu'il s'est installé à des endroits, il est très difficile de l'en déloger, parce que tant qu'on n'a pas détruit la porte, il peut ramener des renforcements tous les tours. Et l'avantage de l'Imperium Hiver quand vous jouez, c'est que vous pouvez n'avoir qu'une seule flotte qui va défendre tout votre empire, et elle peut se déplacer instantanément d'un système à un autre pour le défendre en cas de problème. Donc c'est assez pratique et assez puissant. Ensuite, nous avons l'Empire Tarkasien. Donc c'est une race reptilienne. Eux, leur moteur de saut, c'est le Warp Drive à la Star Trek. Donc on voit les deux nacelles sur le côté, un peu à la Star Trek entre guillemets, quoi. Donc eux, en gros, se déplacent de façon tout à fait libre. C'est peut-être les plus simples à jouer quand on commence. Et en plus, leurs croiseurs de base ont deux tourelles lourdes, ce qui en fait une race assez puissante pour commencer. Ensuite, vous avez la Horde Sulka, qui est probablement la plus puissante, comme vous pouvez le voir, qui a 3 tourelles lourdes sur leurs croiseurs de base. Et eux, en fait, ils ont un système similaire à celui des humains, donc avec des lignes qui relient les systèmes solaires, et ils se déplacent assez vite sur ces lignes, un tout petit peu moins vite que les humains peut-être. Sauf que eux, ce sont eux qui forgent les lignes. C'est-à-dire qu'ils ont des vaisseaux spécialement conçus pour creuser des lignes entre les systèmes solaires. Donc du coup, on est beaucoup plus libre de ce côté-là. Mais le désavantage, c'est que s'il n'y a pas une flotte contenant un de ces vaisseaux creuseurs qui passe régulièrement sur vos lignes, au bout d'un certain nombre de tours, elles peuvent s'effondrer sur elles-mêmes. Et si vous avez une flotte qui se balade sur une de ces lignes qui relie vos systèmes solaires, qui est en transit à l'intérieur d'une de ces lignes, au moment où elle s'effondre, vous perdez tout ce qu'il y a sur tout ce qu'il y a dans votre flotte. La Horde Sulka, c'est un peu les méchants du jeu, entre guillemets. Eux, ils consomment les planètes. Dès qu'ils commencent à coloniser, ils consomment à 200% la planète, et au bout de quelques dizaines de tours, la planète devient inutilisable, donc ils sont obligés de s'étendre de plus en plus vite et de plus en plus loin pour pouvoir survivre tout simplement, ce qui en fait une race extrêmement agressive et extrêmement puissante. Voilà, donc dans cette partie, on va pas les mettre en face de nous parce qu'ils risqueraient de nous défoncer très très rapidement. Ensuite, vous avez la Confédération Morigi, ce sont des créatures oiseaux. Vous voyez, des sortes d'oiseaux. Eux, ils ont ce qu'ils appellent le Slipstream Drive. C'est-à-dire que, non, pardon, c'est le Void Cutter. C'est le Void Cutter, le coupeur de vide. Voilà, c'est écrit en haut, le Void Cutter. En fait, le principe de ces gens-là, c'est que eux, ils sont aussi libres que les Tarkas dans leur mouvement. Sauf qu'en fait, au plus ils ont de vaisseaux équipés de Void Cutter, et notamment ils ont un vaisseau spécial, je sais plus comment il s'appelle, mais qui accélère encore le truc. Et en gros, au plus leurs flottes sont grandes, au plus ils vont vite. Parce qu'en fait, vous avez certains vaisseaux qui dédient leur énergie à couper le vide, et les autres vaisseaux qui dédient leur énergie à accélérer le reste de la flotte. Donc en gros, au plus vous avez des flottes grosses, au plus vous irez rapidement, tout simplement. C'est la seule chose dont il faut se rappeler. Et leur point fort à eux, c'est qu'ils ont des drones. Ils ont beaucoup de mini-vaisseaux en fait associés avec leurs vaisseaux principaux, qui en fait des véritables essaims lorsqu'ils vous attaquent. C'est ce qui fait un peu leur force, on va dire. Et ensuite, vous avez l'Alliance Ilerzul, qui est en fait une espèce aquatique. Et sachant qu'il y a certains membres de l'espèce des Sulka qui s'appellent les Zouls, en fait.
c'est dans le lore du jeu en fait, qui se sont alliés avec les lyres. Donc les lyres c'est l'espèce aquatique, et comme vous le voyez ils ont des vaisseaux avec de l'eau à l'intérieur. Et eux, en fait, technologiquement, ils ont accès par exemple au bouclier, et leur système de déplacement, c'est la micro-téléportation. Donc ils sont pas très rapides, mais ça fait de leurs vaisseaux, parmi les vaisseaux les plus agiles en combat, ils tournent très rapidement, et ils peuvent se déplacer de façon assez efficace. Par contre, ils sont assez fragiles, et le fait d'avoir des boucliers est quand même un super avantage pour eux. Mais j'expliquerai la recherche plus tard, plus en détail. Et en dernier, ça c'est seulement si vous avez l'extension, le collectif Loa, c'est une intelligence artificielle. Eux, ils ont en fait des portes qu'ils peuvent déployer sur des chemins, et à chaque fois qu'une flotte traverse une de ces portes, ça accélère la flotte. Donc en gros, vous allez moyennement vite, mais quand il y a des portes sur le chemin, vous allez très rapidement. Et l'avantage en fait, c'est que les vaisseaux Loa se décomposent en particules subatomiques, on va dire, pendant leur voyage, ce qui leur permet de se réassembler dans n'importe quel modèle de vaisseau une fois à l'arrivée. Donc en fait, en gros, vous avez des modèles de flotte, et quand vous arrivez à un endroit, vous pouvez choisir quels sont les vaisseaux qui composent votre flotte en fait. Ça la rend assez puissant et hyper adaptative, et l'avantage c'est qu'elle peut coloniser n'importe quel type de planète sans pénalité, parce que ce sont des machines, et du coup, au contraire, au plus une planète est inhospitalière, et au plus ils peuvent s'y adapter facilement. Voilà en gros un overview de toutes les factions disponibles. Donc nous on va jouer le Soul Force, et on va prendre en face de nous soit les Tarkasiens, soit les Hivers, soit les Morigi peut-être. Je pense qu'on va prendre les Morigi en face de nous. Donc on va leur sélectionner un avatar, voilà. Ensuite on doit leur sélectionner un badge, comme vous pouvez le voir, qui se trouve sur le dessus du vaisseau. En difficulté on va le laisser en moyen, simplement. On va lui mettre des couleurs qui correspondent à peu près à son badge, ça peut être sympa, voilà, là on a les bonnes couleurs. Et ensuite nous, on va choisir donc notre avatar. Oups là. On va voir qu'est-ce qu'il y a de sympathique. Moi souvent j'utilise... Merde, c'est lequel que j'utilise déjà? J'ai tendance à prendre lui, je pense. En badge, j'aime bien celui-là, il est sympa. Et bon, ça c'est moi-même. Le nom de l'Empire, ça sera aléatoire, on s'en fout. 3 systèmes initiaux, 0 technologie, tout va bien de ce côté-là. Et on peut démarrer la partie. Ok, donc notre... on nous propose en fait en début de partie de changer le nom de notre homeworld. Donc je vais le changer, je vais l'appeler la Terre. Donc Earth en anglais. Alors je vais vous en profiter pour vous présenter rapidement donc l'interface de planète. Donc on a ici, ça c'est notre planète, elle a une taille 10, elle est de type volcanique, intéressant. Elle a 5000 de ressources et 3000 de biosphère. 500 millions de personnes habitent dessus, et on est à 100% d'infrastructure, et on n'a pas de lune. Donc en gros, quand vous colonisez, vous êtes à 0 d'infrastructure, et ça se développe petit à petit jusqu'à arriver à 100% d'infrastructure. À ce moment-là, votre planète ne vous coûte plus de maintenance, elle est développée entre guillemets quoi. Donc on le voit, colonie développée, la colonisation a été terminée, elle génère du revenu, le taux économique est de 50%, 0 en coût de développement, donc ça c'est si on est en train de coloniser, c'est là qu'on verrait le coût que ça nous coûte. La production industrielle est de 8398, donc ça c'est ce qui est utilisé pour construire des vaisseaux. Et ici en fait on peut décider si de cette construction, combien va en fait en gros dans le commerce et combien dans la construction. Mais vu que pour l'instant on n'a pas d'infrastructure de commerce, il faudra le construire après, ça vaut rien, ça sert à rien pour l'instant, donc on verra dans quelques tours comment le changer. Ensuite on peut surexploiter nos planètes, donc c'est un peu ce que je vous expliquais par rapport aux comment ils s'appellent, les Sulka. Eux ils sont tout le temps en maximum de surexploitation. Donc ce qui se passe c'est que comme vous pouvez le voir, on est à 13 000 de production industrielle, ce qui est beaucoup plus puissant. Donc on produit beaucoup plus quand on surexploite, mais par contre on brûle de nos ressources. Si on surexploite, on brûle de nos ressources, et quand ça arrive à 0, on peut plus rien produire du tout, la planète est inhabitable. On peut abandonner la colonie, mais ça va pas le faire, c'est notre capitale. Ça, en fait, il y a que de la population humaine, je sais pas trop pourquoi il y a 50 en dessous. On voit en fait la différenciation, donc ici ce qu'on voit c'est la population civile, et vous avez aussi la population impériale, donc en gros ça correspond à la population qui travaille pour votre empire, et à ça c'est la population du secteur privé on va dire. Et on peut augmenter le maximum de population sur la planète
que la planète peut abriter, sachant que ça va dépenser de la biosphère. Donc là, c'était pas affiché, mais si on laisse passer quelques tours, ça va commencer à consommer de la biosphère, parce qu'en fait, on aura dépassé ce que la planète est capable de soutenir en guise de population. Et ici, on peut décider à nouveau, c'est comme en haut, entre le commerce et la construction de vaisseaux. Bref. Donc, nous commençons le jeu avec 3 planètes. Donc là, on voit la carte galactique. Nous avons 3 planètes, nous avons donc des planètes dans le secteur Sphinx, nous avons plein de planètes colonisables, ici ça nous coûterait 22 000 par tour de coloniser, 146 seulement, donc là vous voyez c'est le climat en haut en fait, quand c'est pile au milieu, c'est que c'est plus facile d'habiter dessus, là vous voyez on est à 204 éloigné par rapport au milieu, la valeur qui est là c'est l'éloignement par rapport à ça, et ça définit le coût. Ici on est 629, donc ça me coûterait 288 000, ça me coûterait beaucoup trop cher, on pourrait pas soutenir une telle colonisation aussitôt, surtout que c'est de la taille 2, c'est vraiment pas génial. Et ici on a une taille 6 à 215 000, donc celle-là elle sera intéressante à coloniser plus tard, mais le mieux ce sera de coloniser celle-là dans un premier temps. Ensuite, on a ce deuxième système, putain on a de la chance, on commence avec... ouais, ça c'est une deuxième planète colonisable pas chère du tout, taille 2. Sachant qu'on en a une de taille 8 pour commencer, ici, et notre troisième planète, avec laquelle on commence, qui a aussi pas mal de systèmes colonisables, ça la coûte moyennement cher, un peu cher, et ça nous coûte rien du tout, donc c'est parfait. Alors, donc ça fait un peu le tour des environs. Si nous revenons à notre capitale, on peut le voir ici, on a cette espèce d'icône de flotte, donc on a des flottes dans les environs. On a des flottes d'exploration, on va dire. Donc si on la regarde, si je fais clic droit, mince, pardon, excusez-moi. À l'intérieur, il y a un vaisseau de commandement, 2 vaisseaux de ressources, de ravitaillement, et 3 armures. Les armures, ce sont nos vaisseaux de défense, enfin c'est nos vaisseaux de combat. Donc si on regarde dans la conception des vaisseaux ici même, on peut voir les différents designs de vaisseaux que nous avons pour le moment. Donc on a des armors, on a des vaisseaux de ravitaillement, on a des vaisseaux de commandement, des scouts, des colons et des vaisseaux de construction. Donc ça c'est pour construire des stations spatiales. Si vous regardez le design rapidement de vaisseau ici, vous avez la section avant, différents types de sections avant, ce commandement standard avec uniquement un truc moyen et 2 trucs petits. Vous avez le Hammerhead qui coûte un peu plus cher, qui a plus d'armure et qui a 3 moyens à l'avant. Vous avez en fait, en fonction de la mission que votre vaisseau peut accomplir, différentes sections centrales. Donc des armures, l'armure c'est celle qui a ce gros canon en fait. Vous avez l'extended range en fait qui est capable d'aller plus loin sans avoir besoin de ravitaillement et qui a aussi juste une armure. Donc ça c'est parfait pour faire de l'exploration. Et à la fin, à l'arrière, vous avez votre moteur. Donc pour l'instant, notre technologie ne nous permet de n'avoir qu'un seul type de moteur. Et après, vous pouvez équiper aussi de certains modules qui vous permettent de mieux vous défendre contre les abordages ennemis ou d'avoir une meilleure portée. Donc justement, ici, on voit en fait le soutien, qui est le ravitaillement. Donc ça, si cette valeur est super, ça c'est le maximum et ça c'est la consommation par tour. Donc en gros, l'endurance de ce vaisseau est de 4 tours. C'est-à-dire qu'il lui faut 4 tours avant de consommer tout ce qu'il a dans son stock à lui. Donc c'est pour ça que vous avez besoin de supply qui eux ont une endurance de 9 tours, mais sachant que l'endurance, c'est-à-dire la capacité de soutien est partagée selon toute une flotte. Donc si vous avez quelques vaisseaux de ravitaillement, ils vont étendre la portée de tous les autres vaisseaux dans la flotte jusqu'à ce que tout le ravitaillement soit consommé. L'énergie, c'est ce qui est généré par vos moteurs et qui va vous permettre de consommer, qui va être consommé quand vous allez utiliser des armes au laser en fait. Donc plus vous mettez d'armes au laser, plus le coût en énergie est élevé. Et les membres d'équipage, donc ça c'est ce qui va déterminer aussi la capacité à se défendre contre les abordages ennemis. On a le coût du vaisseau, le coût à la construction, ça je sais pas trop ce que c'est. Le coût à l'entretien, et si vous le laissez uniquement en réserve, parce que vous pouvez avoir des vaisseaux dans des flottes ou pas dans des flottes. Et on en a 8 de produits, 0 de détruits. Et ici on voit du coup la vitesse. Vous voyez, on est à 9 années-lumière par nœud, alors que nos ennemis doivent être à 5 années-lumière par tour. 9 années-lumière par tour, pardon. Voilà. Ça, après, c'est les vitesses, c'est les trucs en trucs tactiques. Ce qu'il y a de sympathique, c'est que si vous prenez votre armure, par exemple ici, si je vais lui mettre juste un petit green beamer, mettre ses green beamers, donc ça permet de déterminer en fait le type d'attaque. Donc ça cible quoi? Ça cible des croiseurs, ça cible
Dreadnought ou des Léviathans, c'est les classes de vaisseaux. Pour l'instant, il n'y a que des croiseurs. Ou sinon, Point Defense. PD, c'est Point Defense. C'est hyper important, ça. Donc, si je vous montre, par exemple, que je mets des petits green beamers un peu partout, qui sont en Point Defense, et ensuite, on a des plus gros qui sont là pour détruire l'ennemi, et on met des lance-missiles à l'arrière. Ça, c'est une configuration assez classique. Si vous cliquez sur la petite étoile ici, ça vous permet de déterminer quelle est la portée idéale du vaisseau, quelles sont les armes à utiliser à quelle portée. Et ce que vous pouvez faire, c'est tester vos armes pour voir ce que ça donne. Donc par exemple, si on peut lui dire tire là-bas, poum. Et vous voyez la précision c'est pas trop ça. Sur ces armes-là, ça ce sont des canons de gosse, ça envoie des projectiles. C'est pas super précis et ça galère un peu à toucher l'adversaire, mais par contre ça fait beaucoup de dégâts. Ce truc-là, quand ça touche, ça fait énormément de dégâts, ça fait un gros trou comme vous pouvez le voir. Et après les petits trucs verts, bah, comme vous allez voir, c'est que si on se tire dessus des missiles, donc on voit les missiles arriver, et on va voir les petits beamers voilà, qui essaient de nous défendre, mais on a pris 4. Voilà, on a pris 4 missiles parce que ces trucs-là, en point defense, sont très mauvais. Voilà. Bon, ça fait le tour rapidement de cette chose-là. Je vais pas, si je veux... Est-ce que je continue Ouais, on va faire une vidéo un peu plus longue pour le premier épisode, le temps que je vous explique les bases du jeu, tout simplement, et dans l'épisode de demain, on commencera vraiment à jouer. Donc, on peut décider si un système est ouvert ou fermé, ça c'est par rapport au truc civil, donc j'en parlerai plus en détail plus tard. Ici, nous pouvons construire des vaisseaux, donc on retrouve ici nos designs, en fonction de la catégorie, et on peut rajouter tout ça à créer une facture, en fait, une facture de 5-6 vaisseaux. On peut renommer chacun des vaisseaux, confirmer la commande, et après on verrait la file d'attente de nos constructions. Une chose est très importante à noter, c'est que lorsque vous concevez un nouveau design de vaisseau, vous devez avant construire un prototype pour valider le design de vaisseau en fait. Donc un prototype va vous coûter 5 fois le prix de... Comme si vous en aviez construit 5 quoi. Je veux dire un truc, ça va vous coûter hyper cher de créer un prototype. Sauf au tout premier tour, c'est-à-dire là maintenant on est au premier tour, où on pourrait faire des nouveaux designs. Donc par exemple, qu'est-ce qu'on n'a pas ici? On n'a pas de drone carrière. Donc vous voyez, ça c'est un truc qui peuvent transporter des drones. Il faudrait qu'on y équipe à l'avant, si on lui met un hammerhead, on peut l'équiper donc d'équipement pour par exemple ceci. Donc ici en fait vous voyez, ça c'est la déviation par rapport à la distance, et ça c'est les dégâts. Donc vous voyez que l'optimal pour lui c'est ici. Déviation encore assez basse et le plus gros dégât. Donc, au tout premier tour, ça peut valoir le coup de construire tous les designs qui vous manquent par rapport aux missions qui sont disponibles. Par exemple, boarding, on n'en a pas. Ça, c'est pour aborder les vaisseaux ennemis. Mais le truc, c'est qu'avec le niveau de technologie qu'on a, moi, en règle générale, je trouve que construire juste pour avoir des designs disponibles n'est pas génial. Le repair et salvage, par contre, peut être pratique. Ça permet de réparer vos vaisseaux. Et après, ouais, Strikeforce CNC, ça c'est le vaisseau de commandement. Et sachant, ce qui est assez important, c'est que dans ce jeu-là, le vaisseau de commandement que vous avez dans votre flotte détermine la quantité de vaisseaux que vous pouvez mettre dans votre flotte. Donc, pour vous illustrer ça rapidement, si on prend notre flotte, celle-ci, elle est à 54 de... Non, ça c'est l'amiral. On est à 54 de taille au maximum. C'est parce que ce truc de commandement nous autorise d'avoir 54. Si on avait, mais par contre, on peut avoir qu'un seul vaisseau de commandement par flotte. On peut pas en mettre plusieurs pour avoir une taille plus grande. Donc, voilà qui montre rapidement le design des vaisseaux. La diplomatie, on a rencontré aucun autre joueur, mais honnêtement, cet écran, vous allez jamais l'utiliser parce qu'il sert à rien dans ce jeu. La recherche. Allez, je vais essayer de parler rapidement de la recherche. Donc, on voit tous les domaines de recherche. C'est ça que j'aime dans le jeu, c'est que la recherche est assez... complète et complexe. Et comme vous pouvez le voir, vous avez des traits orange entre deux technologies ou des traits bleus. Donc en fait, en gros, ça nous dit qu'il nous faut à peu près 65 tours pour le débloquer. Vous voyez, et sachant que c'est pas forcément vrai, ça va peut-être prendre moins longtemps, ça va peut-être prendre plus longtemps. Et les trucs bleus, ils demandent de faire une étude de faisabilité. Donc ça va prendre un certain nombre de tours à faire une étude de faisabilité pour savoir si on est capable de développer cette technologie ou pas. Voilà. C'est assez important. Chaque race, en fait, en début de partie, il y a une génération aléatoire pour savoir un petit peu les choses à laquelle elle va avoir accès, sachant qu'il y a quand même certaines branches qui sont obligatoires, tout le monde y a droit,
Et après certains trucs, on a vraiment un pourcentage de chance d'y arriver ou pas. Par exemple, ceux qui ont le plus de chances d'avoir des boucliers, ce sont les Lirzuls. Par contre, les humains, ils ont assez peu de chances d'avoir des boucliers. C'est pas une technologie qu'ils sont capables de développer. Par contre, il me semble qu'il y a un truc pour piquer des technologies aux adversaires, notamment avec les vaisseaux de repair et salvage. Si on les envoie dans un truc où il y a eu une bataille avec des vaisseaux ennemis, on peut peut-être débloquer des nouvelles technos. Enfin, ça je maîtrise pas très bien. J'ai pas regardé depuis longtemps. Alors. Le désavantage, c'est qu'on ne voit pas ce qu'il y a après, comme vous pouvez le voir ici. Donc là, on a un truc pour petite tourelle. Si on regarde les technologies d'ogive, donc ça, ce sont pour les missiles. Et en fait, une technologie hyper importante à débloquer rapidement, c'est les technologies de point defense, parce que les ennemis vont souvent être équipés de missiles, et ils vont vous massacrer si vous n'avez pas de quoi vous défendre contre les missiles. Et la point defense, c'est la meilleure défense contre les missiles. Donc si vous prenez les micromoteurs à fusion, par exemple dans les missiles, ça va vous permettre après de rechercher une technologie qui seront des micro-missiles de défense. Donc en gros, vos tourelles vont déployer des nuées de micro-missiles qui vont détruire d'autres missiles. Et chaque type de techno a une technologie équivalente. Donc vous avez le système TTR ici qui permet d'accéder à une autre tech qui permet d'avoir des armes à munitions de type Gauss pour faire la point defense. Mais le problème, c'est que si vous prenez que des missiles ou que des armes de type Gauss sur votre vaisseau, vous allez avoir un ravitaillement très bas parce que tout ça demande des munitions. Alors que si vous utilisez, bon ça c'est les torpilles, les armes à énergie, si vous avez des armes à énergie pour le point defense et des armes à balistique pour faire du dégât à l'ennemi, du coup vous allez avoir une consommation un peu plus équilibrée sur votre source d'énergie et votre source de ravitaillement. Donc moi ce que je fais en général, c'est que je commence par une étude de faisabilité sur les rayons UV. C'est assez rapide, ça prend que 14 tours. Et après on voit qu'on a des projets spéciaux qu'on peut débloquer et des projets de récupération, ça c'est ce que j'expliquais, pour piquer des technologies à l'ennemi. Et après vous avez un tuto vite fait, hein, si jamais, mais bon c'est vraiment pas génial comme tuto, c'est un peu mal foutu. Voilà, et ici on retrouve le slider du truc. Bon. Le slider de votre gestion du gouvernement. Et ici, on retrouve du coup notre étude sur les UV beamers. Voilà, notre recherche actuelle. Ici, on a la gestion des stations. On commence le jeu avec une base navale dans notre capitale, uniquement. Donc, on voit que du coup, notre capitale est capable de soutenir jusqu'à 69 vaisseaux. Alors, je sais pas si c'est en nombre de vaisseaux ou si c'est... Ouais, non, c'est ça, c'est en nombre de vaisseaux. Donc, on en a déjà 21 sur place. Et ensuite, les autres ne peuvent en supporter que 6. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, chacune de vos flottes, par exemple cette flotte-là, elle est basée sur Sphinx. Et si je voulais qu'elle agisse, je peux pas faire clic droit déplacer. Je peux pas la mettre juste là-bas. Je peux la transférer, c'est-à-dire que sa nouvelle base d'opération, ça sera là-bas. Mais bon, on verra dans le prochain épisode les premières missions, ce sera plus simple. Qu'est-ce que je voudrais vous montrer d'autre? Ça, ce sont toutes les colonies disponibles ainsi que les colonies que l'on contrôle. On retrouve après la gestion de la population, les flottes de notre empire. Donc ça, ce sont nos différentes flottes. Ça, j'y viendrai une autre fois. Ça aussi, la recherche, c'est bon. Ok, donc il nous reste le gestionnaire donc de l'empire. Ici, on retrouve donc combien est mis dans le gouvernement, c'est-à-dire les dépenses et ce genre de choses, et combien va dans la recherche. Ici, on est à 50-50. On voit ce qui doit être mis dans la sécurité, donc c'est tout ce qui est intelligence et antiterrorisme, en gros, on va dire. Et on voit la petite encoche là, c'est la valeur à laquelle vous devez être pour pas subir de la corruption. Vous voyez là le truc noir, ça c'est la corruption. On la retrouve, où est-ce qu'elle est cette corruption? Là, 65 930 de corruption. Alors que si je dépense un peu plus d'argent en sécurité, j'ai plus de corruption du tout. Donc méfiez-vous de la corruption, assurez-vous d'être tout le temps au minimum en termes de sécurité. Le stimulus, c'est pour booster, encourager la société civile à réaliser des actions. Donc, par exemple, si vous mettez du stimulus et de la colonisation, vous allez avoir des entreprises privées qui vont coloniser des planètes, mais du coup elles ne seront pas dans votre empire parce que ce sont des colonies privées. Moi en général ça je le mets pas du tout. Par contre quand on aura débloqué les technologies de commerce, on fera de la stimulation de commerce et peut-être de la stimulation de minage, mais en tout cas la stimulation de commerce c'est vraiment génial. Je vous expliquerai ce que c'est dans quelques vidéos. On retrouve ici l'épargne, c'est-à-dire l'argent qu'il y a en rab par rapport à tout ce qu'on dépense. Donc on va gagner 105 000, donc notre trésorerie sera de 605 000 au tour prochain normalement.
Et ici, on retrouve la recherche et la répartition avec les différents projets spéciaux. Ici, on voit le coût de nos constructions de vaisseaux pour le tour, pareil pour notre entretien et nos colonies. On peut changer le taux d'imposition, mais ce qui risque de diminuer l'approbation sur les planètes, ce qui pourrait ne pas être génial. Vous voyez. On peut augmenter peut-être à 6 quand même pour commencer. Et ensuite, donc ça c'est la gestion de l'Empire, et en fait en termes de gouvernement, vous voyez les différents types de gouvernement, mais ça dépend en fait de la façon dont vous jouez. Vous allez en fait voir cette espèce de truc au milieu qui va se glisser vers un des types de gouvernement, qui a des effets positifs ou négatifs en fonction de... Bon bref, ça on va pas le regarder en détail, peut-être une autre fois, ça peut être intéressant, je sais pas trop. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là pour ce premier épisode, j'espère que ça vous aura présenté un petit peu vraiment les bases de la base du jeu. On retrouve, attention, un truc important aussi, mais ça on le verra plus tard, et après vous avez un chat global, donc là vous pouvez discuter avec n'importe quel mec qui est en train de jouer au jeu. Que je m'en sers pas. Je m'en servais au tout début pour poser quelques questions quand il y a des trucs que je comprenais pas. Et ensuite, là, on retrouve les événements, mais il n'y a pas encore eu d'événements parce qu'on est au premier tour. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cet épisode. Alors, vu que c'est une nouvelle série, je vous en prie, cliquez sur le bouton j'aime si vous avez aimé cet épisode, si vous aimez la série, si vous voulez la voir se développer. Cliquez sur j'aime sur les premiers épisodes des séries, c'est super important pour que la série soit trouvée plus facilement dans l'algorithme de recherche de YouTube. N'hésitez pas à laisser un commentaire, qu'est-ce que vous pensez de ce jeu, de ce premier épisode, est-ce que le jeu vous plaît, vous intéresse, est-ce que vous voudriez en voir plus. Moi je vais encore enregistrer quelques épisodes de toute façon, il va y en avoir à peu près une dizaine de diffusés sur la chaîne, là pendant les 10 jours à venir. Et puis on va voir où est-ce que ça nous mène, on va voir si ça vous plaît. Moi ça fait un moment que j'ai pas joué au jeu, donc il y a encore pas mal de trucs, il faut que je reprenne mes marques dedans. Mais bon, on va bien voir ce que ça donne. Merci à tous en tout cas, et à demain pour le prochain épisode. Salut! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série, nouvel épisode consacré à Swords of the Stars 2 The End of Flesh, qui est le DLC du jeu. Alors, depuis que j'ai lancé cette chaîne, j'avais toujours désiré faire quelques vidéos sur ce jeu. Un let's play complet peut-être, mais en tout cas essayer de caser quelques épisodes histoire de vous le montrer et de vous en parler, parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup, qui occupe une place un peu spéciale dans mon cœur. C'est un jeu, vous trouverez très peu de let's play français dessus malheureusement. Donc par rapport à mon planning, j'ai de quoi y caser peut-être une dizaine d'épisodes, histoire de faire un début de partie. Ce que j'ai surtout envie de faire, c'est de vous montrer comment il marche, de vous faire notamment, de vous donner comment vous dire, ce dont vous avez besoin pour démarrer une partie et commencer à rentrer dans le jeu. Donc très rapidement, un peu de mise en perspective, Swords of the Stars 2 est un jeu qui est sorti, il me semble, en 2012. La sortie de ce jeu a été absolument catastrophique. C'est édité par Paradox, mais ça a été développé par Kerberos. Et ça a été une des pires sorties de jeux vidéo qui ait existé de toute l'histoire. Parce que le jeu était quasiment injouable à sa sortie. Plein de fonctionnalités manquantes ou à moitié réalisées. Pendant les semaines qui ont suivi la sortie, le jeu a été lourdement patché, et End of Flesh, le premier entre guillemets DLC, venait essayer de sauver le jeu, on va dire, en rajoutant une nouvelle race et en venant compléter un peu les contenus manquants. Le jeu aujourd'hui dans son état est jouable, il est assez propre on va dire, mais il y a encore des bugs, il y a encore des choses qui sont manquantes, comme la diplomatie en fait. La diplomatie est absolument scandaleuse dans ce jeu, il faut le dire. Mais ça reste à mes yeux le meilleur 4X qui existe, honnêtement. Donc je vais vous le montrer, histoire que vous fassiez votre opinion. Cette série sera en épisode de 20 minutes, comme d'habitude. Donc dans ce premier épisode, on va créer notre première partie et commencer à regarder pour faire le premier tour. Donc autant lancer directement, on crée une partie en cliquant ici même. Ici donc on a des cartes sur le côté. Il existe, enfin ils avaient prévu un système de scénario mais ça n'a jamais été fait au final. Donc nous avons des cartes qui vont nous indiquer en fait le nombre de combattants disponibles sur chaque carte. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un des rares 4X à proposer une carte réellement en 3 dimensions. Donc là j'ai pris un disque, c'est pas forcément le meilleur des exemples. L'école de commandement, ça c'est vraiment juste du 2 joueurs pour apprendre, faire du 1 contre 1. D'ailleurs c'est peut-être ce que je vais faire, histoire de vous montrer, pour faire une petite série qui devrait être assez rapide je pense, j'espère, à boucler. Mais sinon, qu'est-ce que nous avons d'autre? Il y avait pas voilà, le SOTS Verse, voilà, ça c'est la carte de l'univers réel on va dire.
voyez, avec le système solaire et les étoiles qu'il y a autour. Et donc comme vous pouvez le voir, donc c'est une carte entièrement en 3D. Donc on va prendre l'école de commandement qui est une carte d'entraînement pour les nouveaux joueurs. Ici vous trouverez les factions disponibles, donc le temps de tour stratégique, ça c'est quand vous... Parce qu'en fait le jeu est prévu pour être joué en multijoueur, par contre je vous avoue que je ne sais pas du tout ce que ça donne en multijoueur, je n'ai jamais essayé. Les tours de combat qui durent 5 minutes, donc c'est pas la peine de mettre trop élevé, donc ça c'est... En gros vous avez la phase carte de campagne, donc et les phases de combat dans les systèmes stellaires à la fin du tour. Donc c'est du tour par tour, hein, du 4x en tour par tour. Vous pouvez modifier les rendements, le nombre de joueurs sur la map, on va en laisser que 2, le nombre de systèmes avec lesquels vous commencez, avec le nombre de technologies avec lesquelles vous commencez, la trésorerie que vous avez dans vos coffres au départ, s'il y a des rencontres aléatoires et s'il y a notamment aussi des grandes menaces. Alors, vu qu'on est sur une petite map, je vais enlever la grande menace parce que elle pourrait nous éclater à tous les deux dès le début. Et après, on peut autoriser certaines races ou non à être choisies au moment de la création de la partie. Donc on va laisser tel quel, pour l'instant on laisse tout par défaut sauf la grande menace qu'on a enlevée. Et ici on doit définir quels sont les joueurs en jeu, donc l'IA et nous-mêmes. Donc nous avons comme race, on va les faire dans l'ordre, donc, non mince, comment qu'on fait pour changer, sélectionner une faction. Donc vous avez le Sol Force. Sol Force ce sont les humains. On va peut-être changer les couleurs du vaisseau d'ailleurs. Non, en jaune c'est assez moche. En bleu et blanc, voilà. Non, c'est assez moche aussi en fait au final. Bleu clair, j'aime pas trop, je suis pas fan. Bon, on va laisser le bleu. Ok, donc vous avez... alors, point à noter très important. Chaque race dans ce jeu a sa propre méthode de propulsion. Plus rapide que la lumière. Donc les humains ont ce qu'ils appellent des node drive, des moteurs de nœuds. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour les humains, chaque système solaire est relié aux autres ou à un seul autre. Ça dépend, il y a certains systèmes solaires d'ailleurs qui ne sont pas reliés des fois sur certaines maps par des trucs, enfin il y a toute une explication scientifique derrière que je maîtrise pas du tout, donc c'est pas mon but de vous les expliquer. Mais il y a des lignes en gros qui relient les systèmes solaires et ces vaisseaux ne peuvent naviguer que sur ces lignes-là. Par contre, et à chaque fois qu'une flotte traverse une de ces portes, ça accélère la flotte, donc en gros vous allez moyennement vite, mais quand il y a des portes sur le chemin, vous allez très très rapidement. Et l'avantage en fait, c'est que les vaisseaux LOA se décomposent en particules subatomiques, on va dire, pendant leur voyage, ce qui leur permet de se réassembler dans n'importe quel modèle de vaisseau une fois à l'arrivée. Donc en fait, en gros, vous avez des modèles de flotte, et quand vous arrivez à un endroit, vous pouvez choisir quels sont les vaisseaux qui composent votre flotte en fait. Ça la rend assez puissant et hyper adaptative. Et l'avantage, c'est qu'elle peut coloniser n'importe quel type de planète sans pénalité, parce que ce sont des machines, et du coup, au contraire, au plus une planète est inhospitalière, et au plus ils peuvent s'y adapter facilement. Voilà en gros un overview de toutes les factions disponibles. Donc nous, on va jouer le Sol Force, et on va prendre en face de nous... soit les Tarkasiens, soit les Hivers, soit les Morigi peut-être. Je pense qu'on va prendre les Morigi en face de nous. Donc on va leur sélectionner un avatar, voilà. Ensuite on doit leur sélectionner un badge, comme vous pouvez le voir, qui se trouve sur le dessus du vaisseau. En difficulté on va le laisser en moyen, simplement. On va lui mettre des couleurs qui correspondent à peu près à son badge, ça peut être sympa, voilà, là on a les bonnes couleurs. Et ensuite nous, on va choisir donc notre avatar. Oups là. On va voir qu'est-ce qu'il y a de sympathique. Moi souvent j'utilise... Merde, c'est lequel que j'utilise déjà? J'ai tendance à prendre lui, je pense. En badge, j'aime bien celui-là, il est sympa. Et bon, ça c'est moi-même. Le nom de l'Empire, ça sera aléatoire, on s'en fout. 3 systèmes initiaux, 0 technologie, tout va bien de ce côté-là. Et on peut démarrer la partie. Ok, donc notre... on nous propose en fait en début de partie de changer le nom de notre homeworld. Donc je vais le changer, je vais l'appeler la Terre. Donc Earth en anglais. Alors je vais vous en profiter pour vous présenter rapidement donc l'interface de planète. Donc on a ici, ça c'est notre planète, elle a une taille 10, elle est de type volcanique, intéressant. Elle a 5000 de ressources et 3000 de biosphère, 500 millions de personnes habitent dessus, et on est à 100% d'infrastructure et on n'a pas de lune.
Donc en gros, quand vous colonisez, vous êtes à zéro d'infrastructure, et ça se développe petit à petit jusqu'à arriver à 100% d'infrastructure. À ce moment-là, votre planète ne vous coûte plus de maintenance, elle est développée, entre guillemets, quoi. Donc on le voit, colonie développée, la colonisation a été terminée, elle génère du revenu, le taux économique est de 50%, zéro en coût de développement, donc ça c'est si on est en train de coloniser, c'est là qu'on verrait le coût que ça nous coûte. La production industrielle est de 8398, donc ça c'est ce qui est utilisé pour construire des vaisseaux. Et ici en fait on peut décider si de cette construction, combien va en fait en gros dans le commerce et combien dans la construction. Mais vu que pour l'instant on n'a pas d'infrastructure de commerce, il faudra le construire après, ça vaut rien, ça sert à rien pour l'instant, donc on verra dans quelques tours comment le changer. Ensuite on peut surexploiter nos planètes, donc c'est un peu ce que je vous expliquais par rapport aux comment ils s'appellent, les Sulka. Eux ils sont tout le temps en maximum de surexploitation, donc ce qui se passe c'est que comme vous pouvez le voir on est à 13 000 de production industrielle, ce qui est beaucoup plus puissant. Donc on produit beaucoup plus quand on surexploite, mais par contre on brûle de nos ressources. Si on surexploite, on brûle de nos ressources, et quand ça arrive à zéro, on peut plus rien produire du tout, la planète est inhabitable. On peut abandonner la colonie, mais ça va pas le faire, c'est notre capitale. Ça, en fait, il y a que de la population humaine, je sais pas trop pourquoi il y a 50 en dessous. On voit en fait la différenciation, donc ici ce qu'on voit c'est la population civile, et vous avez aussi la population impériale, donc en gros ça correspond à la population qui travaille pour votre empire, et à ça c'est la population du secteur privé on va dire. Et on peut augmenter le maximum de population sur la planète, que la planète peut abriter, sachant que ça va dépenser de la biosphère. Donc là, c'était pas affiché, mais si on laisse passer quelques tours, ça va commencer à consommer de la biosphère, parce qu'en fait, on aura dépassé ce que la planète est capable de soutenir en guise de population. Et ici, on peut décider à nouveau, c'est comme en haut, entre le commerce et la construction de vaisseaux. Bref. Donc, nous commençons le jeu avec 3 planètes. Donc là, on voit la carte galactique. Nous avons 3 planètes, nous avons donc des planètes dans le secteur Sphinx, nous avons plein de planètes colonisables, ici ça nous coûterait 22 000 par tour de coloniser, 146 seulement, donc là vous voyez c'est le climat en haut en fait, quand c'est pile au milieu, c'est que c'est plus facile d'habiter dessus, là vous voyez on est à 204 éloigné par rapport au milieu, la valeur qui est là c'est l'éloignement par rapport à ça, et ça définit le coût. Ici on est 629, donc ça me coûterait 288 000, ça me coûterait beaucoup trop cher, on pourrait pas soutenir une telle colonisation aussitôt, surtout que c'est de la taille 2, c'est vraiment pas génial. Et ici on a une taille 6 à 215 000, donc celle-là elle sera intéressante à coloniser plus tard, mais le mieux ce sera de coloniser celle-là dans un premier temps. Ensuite, on a ce deuxième système, putain on a de la chance, on commence avec... ouais, ça c'est une deuxième planète colonisable pas chère du tout, taille 2. Sachant qu'on en a une de taille 8 pour commencer, ici, et notre troisième planète, avec laquelle on commence, qui a aussi pas mal de systèmes colonisables, ça la coûte moyennement cher, un peu cher, et ça nous coûte rien du tout, donc c'est parfait. Alors, donc ça fait un peu le tour des environs. Si nous revenons à notre capitale, on peut le voir ici, on a cette espèce d'icône de flotte, donc on a des flottes dans les environs. On a des flottes d'exploration, on va dire. Donc si on la regarde, si je fais clic droit, mince, pardon, excusez-moi. À l'intérieur, il y a un vaisseau de commandement, 2 vaisseaux de ressources, de ravitaillement, et 3 armures. Les armures, ce sont nos vaisseaux de défense, enfin c'est nos vaisseaux de combat. Donc si on regarde dans la conception des vaisseaux ici même, on peut voir les différents designs de vaisseaux que nous avons pour le moment. Donc on a des armors, on a des vaisseaux de ravitaillement, on a des vaisseaux de commandement, des scouts, des colons et des vaisseaux de construction. Donc ça c'est pour construire des stations spatiales. Si vous regardez le design rapidement de vaisseau ici, vous avez la section avant, différents types de sections avant, ce commandement standard avec uniquement un truc moyen et 2 trucs petits. Vous avez le Hammerhead qui coûte un peu plus cher, qui a plus d'armure et qui a 3 moyens à l'avant. Vous avez en fait, en fonction de la mission que votre vaisseau peut accomplir, différentes sections centrales. Donc des armures, l'armure c'est celle qui a ce gros canon en fait. Vous avez l'extended range en fait qui est capable d'aller plus loin sans avoir besoin de ravitaillement et qui a aussi juste une armure, donc c'est parfait pour faire de l'exploration. Et à la fin, à l'arrière, vous avez votre moteur. Donc pour l'instant, notre technologie ne nous permet de n'avoir qu'un seul type de moteur. Et
Après, vous pouvez équiper aussi de certains modules qui vous permettent de mieux vous défendre contre les abordages ennemis ou d'avoir une meilleure portée. Donc justement, ici, on voit en fait le soutien, qui est le ravitaillement. Donc ça, si cette valeur est super, ça c'est le maximum et ça c'est la consommation par tour. Donc en gros, l'endurance de ce vaisseau est de 4 tours, c'est-à-dire qu'il lui faut 4 tours avant de consommer tout ce qu'il a dans son stock à lui. Donc c'est pour ça que vous avez besoin de supply qui eux ont une endurance de 9 tours, mais sachant que l'endurance, c'est-à-dire la capacité de soutien est partagée selon toute une flotte. Donc si vous avez quelques vaisseaux de ravitaillement, ils vont étendre la portée de tous les autres vaisseaux dans la flotte jusqu'à ce que tout le ravitaillement soit consommé. L'énergie, c'est ce qui est généré par vos moteurs et qui va vous permettre de consommer, qui va être consommé quand vous allez utiliser des armes au laser en fait. Donc plus vous mettez d'armes au laser, plus le coût en énergie est élevé. Et les membres d'équipage, donc ça c'est ce qui va déterminer aussi la capacité à se défendre contre les abordages ennemis. On a le coût du vaisseau, le coût à la construction, ça je sais pas trop ce que c'est. Le coût à l'entretien, et si vous le laissez uniquement en réserve, parce que vous pouvez avoir des vaisseaux dans des flottes ou pas dans des flottes, et on en a 8 de produits, 0 de détruits. Et ici on voit du coup la vitesse, vous voyez on est à 9 années-lumière par nœud, alors que nos ennemis doivent être à 5 années-lumière par tour. 9 années-lumière par tour, pardon. Voilà, ça après c'est les vitesses, c'est les trucs en trucs tactiques. Ce qu'il y a de sympathique, c'est que si vous prenez votre armure, par exemple ici, si je vais lui mettre juste un petit green beamer, mettre ses green beamers, donc ça permet de déterminer en fait le type d'attaque. Donc ça cible quoi? Ça cible des croiseurs, ça cible des dreadnoughts ou des léviathans, c'est les classes de vaisseaux. Pour l'instant, il n'y a que des croiseurs. Ou sinon, point defense. PD, c'est point defense. C'est hyper important ça. Donc si je vous montre par exemple que je mets des petits green beamers un peu partout qui sont en point defense, et ensuite on a des plus gros qui sont là pour détruire l'ennemi et on met des lance-missiles à l'arrière. Ça c'est une configuration assez classique. Si vous cliquez sur la petite étoile ici, ça vous permet de déterminer quelle est la portée idéale du vaisseau, quelles sont les armes à utiliser à quelle portée. Et ce que vous pouvez faire, c'est tester vos armes pour voir ce que ça donne. Donc par exemple, si on peut lui dire tire là-bas, poum. Et vous voyez la précision c'est pas trop ça. Sur ces armes là, ça ce sont des canons de gosse, ça envoie des projectiles. C'est pas super précis et ça galère un peu à toucher l'adversaire, mais par contre ça fait beaucoup de dégâts. Ce truc là quand ça touche, ça fait énormément de dégâts, ça fait un gros trou comme vous pouvez le voir. Et après les petits trucs verts, comme vous allez voir, c'est que si on se tire dessus des missiles, donc on voit les missiles arriver, et on va voir les petits beamers voilà, qui essaient de nous défendre, mais on a pris 4. Voilà, on a pris 4 missiles parce que ces trucs-là, en point defense, sont très mauvais. Voilà. Bon, ça fait le tour rapidement de cette chose-là. Je vais pas, si je veux... Est-ce que je continue Ouais, on va faire une vidéo un peu plus longue pour le premier épisode. Ils naviguent très rapidement, ce sont les vaisseaux les plus rapides du jeu, mais ils sont contraints. Si vous voulez d'aller d'un point A à un point B, parfois vous allez devoir faire un grand tour parce qu'il n'y a pas de ligne directement entre le point A et le point B. Mais l'avantage c'est que sur ce grand tour, vous allez aller très vite. Voilà. En termes d'armement, ce genre de choses, au tout début, les humains sont un peu faiblards. Il y a d'autres races qui sont plus puissantes, qui ont notamment des tourelles plus grosses, enfin des grosses tourelles, ils en ont plusieurs. Bref, donc les humains, c'est ceux qu'on va jouer dans ce début de partie. J'aime beaucoup leur design, personnellement, je trouve vraiment sympathique. Ensuite, merde, je me suis encore trompé. Sélectionnez une faction. Ensuite, vous avez l'Imperium Hiver. Ce sont une race insectoïde. Eux, ils ont des vaisseaux assez lourdement blindés. Et leur système de propulsion, c'est en fait, ils se déplacent à la vitesse de la lumière, ou un peu moins. Ouais, non, c'est ça à peu près. Entre les systèmes solaires, donc c'est très lent d'aller à la vitesse de la lumière dans le jeu, en fait. Donc par exemple, pour aller au système solaire le plus proche, ça va vous prendre peut-être 15 ou 20 tours. Ce qui est monstrueux. Mais une fois que vous êtes là-bas, si vous avez envoyé un vaisseau porte avec vous, vous pouvez déployer une porte qui vous permet de vous déplacer instantanément entre deux systèmes équipés de portes. Donc l'Empire Hiver est très lent au développement, mais une fois qu'il s'est installé à des endroits, il est très difficile de l'en déloger, parce que tant qu'on n'a pas détruit la porte, il peut ramener des renforcements tous les tours. Et l'avantage de l'Imperium Hiver quand vous le jouez, c'est que vous pouvez n'avoir qu'une seule flotte qui va défendre tout votre empire, et elle peut se déplacer instantanément d'un système à un autre pour le défendre en cas de problème. Donc c'est assez pratique et assez puissant. Ensuite, nous avons l'Empire Tarkasien. Donc c'est une race reptilienne. Eux, leur moteur de saut, c'est le Warp Drive à la Star Trek.
Donc on voit les 2 nacelles sur le côté, un peu à la Star Trek entre guillemets, quoi. Donc eux, en gros, se déplacent de façon tout à fait libre. C'est peut-être les plus simples à jouer quand on commence. Et en plus, leurs croiseurs de base ont 2 tourelles lourdes, ce qui en fait une race assez puissante pour commencer. Ensuite, vous avez la Horde Sulka, qui est probablement la plus puissante, comme vous pouvez le voir, qui a 3 tourelles lourdes sur leur croiseur de base. Et eux, en fait, ils ont un système similaire à celui des humains, donc avec des lignes qui relient les systèmes solaires, et ils se déplacent assez vite sur ces lignes, un tout petit peu moins vite que les humains peut-être. Sauf que eux, ce sont eux qui forgent les lignes, c'est-à-dire qu'ils ont des vaisseaux spécialement conçus pour creuser des lignes entre les systèmes solaires, donc du coup on est beaucoup plus libre de ce côté-là. Mais le désavantage, c'est que s'il n'y a pas une flotte contenant un de ces vaisseaux creuseurs qui passe régulièrement sur vos lignes, au bout d'un certain nombre de tours, elles peuvent s'effondrer sur elles-mêmes. Et si vous avez une flotte qui se balade sur une de ces lignes qui relie vos systèmes solaires, qui est en transit à l'intérieur d'une de ces lignes, au moment où elle s'effondre, vous perdez tout ce qu'il y a sur votre... tout ce qu'il y a dans votre flotte. La Horde Sulka, c'est un peu les méchants du jeu, entre guillemets. Eux, ils consomment les planètes. Dès qu'ils commencent à coloniser, ils consomment à 200% la planète, et au bout de quelques dizaines de tours, la planète devient inutilisable, donc ils sont obligés de s'étendre de plus en plus vite et de plus en plus loin pour pouvoir survivre tout simplement, ce qui en fait une race extrêmement agressive et extrêmement puissante. Voilà, donc dans cette partie, on va pas les mettre en face de nous parce qu'ils risqueraient de nous défoncer très très rapidement. Ensuite, vous avez la Confédération Morigi, ce sont des créatures oiseaux. Vous voyez, des sortes d'oiseaux. Eux, ils ont ce qu'ils appellent le Slipstream Drive. C'est-à-dire que, non, pardon, c'est le Void Cutter. C'est le Void Cutter, le coupeur de vide. Voilà, c'est écrit en haut, le Void Cutter. En fait, le principe de ces gens-là, c'est que eux, ils sont aussi libres que les Tarkas dans leur mouvement. Sauf qu'en fait, au plus ils ont de vaisseaux équipés de Void Cutter, et notamment ils ont un vaisseau spécial, je sais plus comment il s'appelle, mais qui accélère encore le truc. Et en gros, au plus leurs flottes sont grandes, au plus ils vont vite. Parce qu'en fait, vous avez certains vaisseaux qui dédient leur énergie à couper le vide, et les autres vaisseaux qui dédient leur énergie à accélérer le reste de la flotte. Donc en gros, au plus vous avez des flottes grosses, au plus vous irez rapidement, tout simplement. C'est la seule chose dont il faut se rappeler. Et leur point fort à eux, c'est qu'ils ont des drones. Ils ont beaucoup de mini-vaisseaux en fait associés avec leurs vaisseaux principaux, qui en fait des véritables essaims lorsqu'ils vous attaquent. C'est ce qui fait un peu leur force, on va dire. Et ensuite, vous avez l'Alliance Ilerzul, qui est en fait une espèce aquatique. Et sachant qu'il y a certains membres de l'espèce des Sulka qui s'appellent les Zul, en fait. C'est dans le lore du jeu, en fait. Qui se sont liés avec les lyres. Donc les lyres, c'est l'espèce aquatique. Et comme vous le voyez, ils ont des vaisseaux avec de l'eau à l'intérieur. Et eux, en fait, technologiquement, ils ont accès par exemple au bouclier, et leur système de déplacement, c'est la micro-téléportation. Donc ils sont pas très très rapides, mais ça fait de leurs vaisseaux, parmi les vaisseaux les plus agiles en combat. Ils tournent très rapidement, et ils peuvent se déplacer de façon assez efficace. Par contre, ils sont assez fragiles, et le fait d'avoir des boucliers est quand même un super avantage pour eux. Mais j'expliquerai la recherche plus tard, plus en détail. Et en dernier, ça c'est seulement si vous avez l'extension, le collectif Loa, c'est une intelligence artificielle. Eux, ils ont en fait des portes qu'ils peuvent déployer sur des chemins. Le temps que je vous explique les bases du jeu, tout simplement. Et dans l'épisode de demain, on commencera vraiment à jouer. Donc, on peut décider si un système est ouvert ou fermé. Ça, c'est par rapport au truc civil, donc j'en parlerai plus en détail plus tard. Ici, nous pouvons construire des vaisseaux, donc on retrouve ici nos designs. En fonction de la catégorie, et on peut rajouter tout ça à créer une facture, en fait, une facture de 5-6 vaisseaux. On peut renommer chacun des vaisseaux, confirmer la commande, et après on verrait la file d'attente de nos constructions. Une chose est très importante à noter, c'est que lorsque vous concevez un nouveau design de vaisseau, vous devez avant construire un prototype pour valider le design de vaisseau, en fait. Donc un prototype va vous coûter 5 fois le prix comme si vous en aviez construit 5, quoi. Je veux dire, un truc, ça va vous coûter hyper cher de créer un prototype. Sauf au tout premier tour, c'est-à-dire là, maintenant, on est au premier tour, où on pourrait faire des nouveaux designs. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on n'a pas ici? On n'a pas de drone carrière. Donc, vous voyez, ça, c'est un truc qui peuvent transporter des drones. Il faudrait qu'on y équipe à l'avant, si on lui met un hammerhead, on peut l'équiper, donc, d'équipement pour, par exemple, ceci. Donc ici, en fait, vous voyez, ça c'est la déviation par rapport à la distance, et ça c'est les dégâts. Donc vous voyez que l'optimal pour lui c'est ici. Déviation encore assez basse et le plus gros dégât.
Donc au tout premier tour, ça peut valoir le coup de construire tous les designs qui vous manquent par rapport aux missions qui sont disponibles. Par exemple, boarding, on n'en a pas. Ça, c'est pour aborder les vaisseaux ennemis. Mais le truc, c'est qu'avec le niveau de technologie qu'on a, moi, en règle générale, je trouve que construire juste pour avoir des designs disponibles n'est pas génial. Le repair et salvage, par contre, peut être pratique. Ça permet de réparer vos vaisseaux. Et après, Strike Force CNC, ça c'est le vaisseau de commandement. Et sachant, ce qui est assez important, c'est que dans ce jeu-là, le vaisseau de commandement que vous avez dans votre flotte détermine la quantité de vaisseaux que vous pouvez mettre dans votre flotte. Donc, pour vous illustrer ça rapidement, si on prend notre flotte, celle-ci, elle est à 54 non, ça c'est l'amiral. On est à 54 de taille au maximum. C'est parce que ce truc de commandement nous autorise d'avoir 54. Si on avait, mais par contre, on peut avoir qu'un seul vaisseau de commandement par flotte. On peut pas en mettre plusieurs pour avoir une taille plus grande. Donc, voilà qui montre rapidement le design des vaisseaux. La diplomatie, on a rencontré aucun autre joueur, mais honnêtement, cet écran, vous allez jamais l'utiliser parce qu'il sert à rien dans ce jeu. La recherche. Allez, je vais essayer de parler rapidement de la recherche. Donc, on voit tous les domaines de recherche. C'est ça que j'aime dans le jeu, c'est que la recherche est assez complète et complexe. Et comme vous pouvez le voir, vous avez des traits orange entre deux technologies ou des traits bleus. Donc en fait, en gros, ça nous dit qu'il nous faut à peu près 65 tours pour le débloquer. Vous voyez, et sachant que c'est pas forcément vrai, ça va peut-être prendre moins longtemps, ça va peut-être prendre plus longtemps. Et les trucs bleus, ils demandent de faire une étude de faisabilité. Donc ça va prendre un certain nombre de tours à faire une étude de faisabilité pour savoir si on est capable de développer cette technologie ou pas. Voilà. Donc c'est assez important. Chaque race, en fait, en début de partie, il y a une génération aléatoire pour savoir un petit peu les choses à laquelle elle va avoir accès, sachant qu'il y a quand même certaines branches qui sont obligatoires, tout le monde y a droit, et après certains trucs, on a vraiment un pourcentage de chance d'y arriver ou pas. Par exemple, ceux qui ont le plus de chances d'avoir des boucliers, ce sont les Lyrzuls. Par contre, les humains, ils ont assez peu de chances d'avoir des boucliers. C'est pas une technologie qu'ils sont capables de développer. Par contre, il me semble qu'il y a un truc pour piquer des technologies aux adversaires, notamment avec les vaisseaux de repair et salvage. Si on les envoie dans un truc où il y a eu une bataille avec des vaisseaux ennemis, on peut peut-être débloquer des nouvelles technos. Enfin, ça je maîtrise pas très bien. J'ai pas regardé depuis longtemps. Alors. Le désavantage, c'est qu'on ne voit pas ce qu'il y a après, comme vous pouvez le voir ici. Donc là, on a un truc pour petite tourelle. Si on regarde les technologies d'ogive, donc ça, ce sont pour les missiles. Et en fait, une technologie hyper importante à débloquer rapidement, c'est les technologies de point defense, parce que les ennemis vont souvent être équipés de missiles, et ils vont vous massacrer si vous n'avez pas de quoi vous défendre contre les missiles. Et la point defense, c'est la meilleure défense contre les missiles. Donc si vous prenez les micromoteurs à fusion, par exemple dans les missiles, ça va vous permettre après de rechercher une technologie qui seront des micro-missiles de défense. Donc en gros, vos tourelles vont déployer des nuées de micro-missiles qui vont détruire d'autres missiles. Et chaque type de techno a une technologie équivalente. Donc vous avez le système TTR ici qui permet d'accéder à une autre tech qui permet d'avoir des armes à munitions de type Gauss pour faire la point defense. Mais le problème, c'est que si vous prenez que des missiles ou que des armes de type Gauss sur votre vaisseau, vous allez avoir un ravitaillement très bas parce que tout ça, ça demande des munitions. Alors que si vous utilisez, ça c'est les torpilles, les armes à énergie, si vous avez des armes à énergie pour le point defense et des armes à balistique pour faire du dégât à l'ennemi, du coup, vous allez avoir une